En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont envahi la ville de Goma dans le nord Kivu. Des manifestations pour condamner le silence de la communauté internationale face à ces attaques ont eu lieu à Kinshasa. Dans cette édition, le docteur Cole François, analyste géopolitique, est notre invité. Bienvenue à l'Info du jour. Mesdames et messieurs, vous regardez l'info du jour sur Global LTV. Nous sommes en République démocratique du Congo où les rebelles du M23 ont pris d'assaut la ville de Goma. De nombreux morts, des millions de déplacés. Notre correspondant Yves Mayele à Kinshasa nous fait l'état des lieux. Désolation dans les rues de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Depuis le dimanche dernier, les cryptements des balles sont entendus dans la ville de Goma, venant des affrontements entre le M23 et les forces armées congolaises. Une situation qui a occasionné la peur au ventre de la population qui se sont déplacés pour fuir la mort. Du côté Kinshasa, le gouvernement congolais a appelé la population à rester dans l'abri et à éviter les actes de vandalisme et de pillage. Cependant, la République démocratique du Congo a condamné avec la dernière énergie les actes de guerre qu'a causé le M23 par le soutien de l'armée rwandaise, appelant la communauté internationale à sanctionner Kigali. Du côté Kigali, les autorités ont annoncé la mort de 4 personnes et des dizaines de blessés. Sachez que, d'après les sources, les M23 occupent la quasi-totalité de la ville de Goma. Yves Mayele, nous restons avec vous alors que vous êtes à Kinshasa. Vous nous confirmiez effectivement que la capitale de la République démocratique du Congo était le théâtre de nombreuses manifestations au cours de la journée du mardi 28 janvier 2025. La ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a été le théâtre de nombreuses manifestations. Les jeunes se sont sortis dans les rues pour manifester contre l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont allés au-delà en pillant les supermarchés de maisons commerciaux et également en brûlant les ambassades, notamment l'ambassade de la France et l'ambassade de la Belgique. Dans la journée, plus tard dans les après-midi, la première ministre, la chef du gouvernement et la vice-ministre des Affaires étrangères sont descendus sur terrain pour voir tout ce qui s'est passé, comment est-ce que la population a commis des actes qu'ils n'ont pas encouragés, qu'ils ont condamnés avec la dernière énergie, en disant qu'ils sont des actes à ne pas faire, même si on veut la liberté de notre pays pour soutenir le FRDC avec le Wazalendo. Yves Mayele, dites-nous, au regard de la situation qui prévaut actuellement du côté de Kinshasa, est-ce que vous pensez que ces manifestations vont se poursuivre dans les jours à venir? Oui, au regard de la situation qui prévaut dans la ville de Kinshasa, le gouvernement avait annoncé une marche qui devait avoir lieu le mardi dernier, mais cette marche a été reportée pour le jeudi, je peux dire demain jeudi. Oui, réellement, il y aura encore de marches de protestation. Cette fois-ci, c'est le gouvernement tout entier avec toute la population qui seront dehors pour soutenir, j'allais dire, qui seront dans la rue ou dans les rues de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, pour soutenir le FARDC et les Wazalendo qui sont en train de se battre pour sauver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Yves, dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Goma, on parle également de plusieurs mouvements de ce côté avec notamment les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, les déplacements massifs des populations également de ce côté. Dites-nous, quelle est exactement la situation dans cette partie de la RDC? D'après des sources de Goma, des sources internationales nous signalent que le M23 soutenu par l'armée rwandaise occupe la quasi-totalité de la ville de Goma, même si le gouvernement congolais n'a rien annoncé. De l'autre côté, la population a fui
vers Rwanda pour trouver refuge. Dans les rues, il n'y a pas de population. Tous ceux qui travaillent dans les organismes internationaux sont cachés chez eux par peur de mourir. Aucun bilan nous a été donné, le bilan de morts de civils, également de militaires. Merci à vous Yves Mayele pour toutes ces précisions. Vous allez justement nous aider à suivre l'évolution de cette actualité. À présent, recevons l'invité de l'info du jour sur notre plateau. Il s'agit du docteur Col François, analyste géopolitique. Bonjour docteur, dites-nous, au regard de ce qui se passe en ce moment en République démocratique du Congo, peut-on déjà penser que c'est une guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda? Non, déjà, bonjour Pythagore. Je voudrais qu'on essaie de voir de façon succincte ce qui se passe en RDC. La RDC, c'est presque le centre du continent africain, avec des vastes terres, avec un sous-sol hyper riche, un sol hyper riche, d'accord? La RDC, c'est presque 5 à 6 fois la superficie du Rwanda. Mais on est quand même étonné de voir la RDC presque plier les chines devant le Rwanda qu'il pourrait envahir en une soirée. C'est-à-dire que si nous essayons de voir ce qui se passe par exemple ailleurs, ce que la RDC devait faire aujourd'hui, c'est de lancer un recrutement massif des volontaires pour défendre, n'est-ce pas, le territoire congolais, mettre sur pied une force offensive, brutale, violente pour défendre. Mais on a l'impression que la RDC voit quelque chose d'autre derrière le Rwanda. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on voit derrière ce que la RDC voit derrière le Rwanda, ce n'est rien d'autre que ce que vous avez appelé tout à l'heure la communauté internationale. Constituée de qui? De la France, de l'Angleterre, des États-Unis, tout ce que vous connaissez très souvent. Ce sont ces gens qui empêchent la RDC de réagir, puisque ces gens sont calmes. Alors, pensez-vous, docteur Col François, que ces attaques, justement, du M23 visent personnellement le président congolais Félix Antoine Tshisekedi? Il pourrait être un dégât collatéral, mais en réalité, ce qu'on recherche, c'est le coltan, c'est la richesse, c'est le diamant, c'est l'or. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous essayez d'explorer un peu l'évolution technologique actuellement, vous vous rendez compte que même les missiles sont faits à base du coltan pour pouvoir échapper au radar et ainsi de suite. Alors tout le monde va donc se lancer vers cet armement-là. Il faut des ressources. Oui. Ces ressources sont beaucoup plus retrouvées en RDC. Mais on a vu au cours de certaines analyses que l'année dernière, 2023, non, l'année surpassée à 2023, le Rwanda était l'un des pays les plus grands exportateurs, n'est-ce pas, du coltan, alors qu'il n'y en avait même pas un centime sur son territoire. Alors on se pose la question de savoir d'où est-ce que le Rwanda peut donc prendre son coltan pour qu'il en soit tout un exportateur reconnu mondialement. Voilà, docteur Col François, pour sortir de cet échange avec vous, sur quoi pourrait découler ce conflit entre la RDC et le Rwanda à l'échelle continentale? Il faudrait donc ici, merci bien pour cette question, c'est ici qu'il faut interpeller l'UA. L'UA qui nous souvent fait savoir qu'elle peut prendre des décisions, qu'elle peut mettre les pays, n'est-ce pas, sous embargo et autres. C'est ici qu'il faut interpeller aussi l'AES. Vous comprenez, puis ça me dit, mais l'AES, c'est au Sahel là-bas, et puis non. Il faudrait que Assimi Goïta, il faudrait que Ibrahim Traoré, il faudrait que le général Tiani puisse s'asseoir et se dire, nous avons défendu nos territoires, nous avons expulsé l'ennemi, il faudrait qu'on appelle notre frère Tshisekedi, qu'on appelle notre frère rwandais Paul Kagame. S'ils ne veulent pas s'entendre, non, de ça là-bas, on met de l'autre et on revient. Donc, si les Africains ne prennent pas les choses en main, les Blancs, comme on a l'habitude de les appeler, ces gens qui restent derrière et qui tirent les ficelles, n'est-ce pas, dans l'ombre, vont couer les têtes des Rwandais, vont couer les têtes des Congolais. Et pour finir, qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir un corridor au travers duquel ils vont ramasser tout l'or, tout l'argent, tout le diamant, tout le coltan pour aller se développer chez eux pendant que les Congolais vont mourir de faim. Pendant qu'au Rwanda, le petit qui gagne là va un peu vivre bien, alors que les banlieues, les petits villages rwandais vont rester dans la misère profonde. Voilà, merci docteur Col François. Vous étiez l'invité de l'info du jour. Merci d'être passé sur notre plateau pour trouver justement les voies de sortie dans ce conflit. Le Conseil de sécurité de l'ONU a siégé à New York. C'était le lieu de frapper le poing sur la table et tirer sur les responsables. Le point avec Paulinès Autou. Réunion des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en urgence pour condamner le mépris de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RD Congo par le M23, présent dans l'est de la RDC. Déclaration du ministre des Affaires étrangères pour dénoncer les violations et les abus subis par la RDC.
déploiements de forces de la SADC via la SAMI-RDC n'ont pas été déployés de façon unilatérale par la RDC. Non, ces forces ont un mandat venant de l'Union africaine, une organisation dont le Rwanda est membre, même si clairement son comportement en RDC viole les principes de l'Union africaine. Ensuite, le M23 s'est exclu lui-même du processus de Nairobi en procédant à de nouvelles attaques contre les FARDC. Le gouvernement de la RDC a toutefois dit qu'il était disposé à inclure de nouveau le M23 dans le processus de Nairobi. Nous refusons d'accepter les tentatives du Rwanda à élever le M23 au niveau d'un interlocuteur qui serait digne de s'asseoir à la même table qu'un gouvernement légitime. Il y a quelques jours déjà, le Conseil de sécurité a exigé le retrait des forces du M23 de la RD Congo. Collègues, nous condamnons dans les termes les plus forts les hostilités du Rwanda et du M23 à Goma et les attaques contre Saké. Les États-Unis envisageront tous les outils à leur disposition pour que les responsables de la poursuite du conflit armé, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC soient tenus pour responsables. La situation est d'autant plus critique que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui jusqu'ici n'avait pas tenu le Rwanda pour responsable des affrontements en RDC, a exigé de Kigali un cessez-le-feu. La présidence kenyane, elle aussi, n'est pas restée de marbre, en suggérant avec les chefs d'État de la région un sommet extraordinaire des pays de l'Afrique de l'Est dédié à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est une situation trouble portant atteinte à la stabilité de la nation congolaise. Il est temps que le point soit frappé sur la table. Allons au Burkina Faso dans notre bonus de l'info. Ouagadougou a vibré au rythme d'une mobilisation historique pour commémorer 1 an du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Entre ferveur populaire, discours marquant et symbole de souveraineté retrouvée, Sarah Dabon, notre correspondante depuis la capitale du pays des hommes intègres, nous plonge au cœur de ces manifestations. À l'occasion du premier anniversaire du retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO, les associations de veille citoyenne du Burkina Faso ont organisé une grande manifestation ce 28 janvier 2025 à la place de la nation de Ouagadougou. Cette mobilisation visait à célébrer une fois de plus la décision historique du Burkina Faso, du Mali et du Niger de quitter la CEDEAO tout en réaffirmant leur soutien aux 3 nations. Hommes, femmes et enfants ont afflué en masse, transformant ainsi la place de la nation en une scène de ferveur populaire. Ce manifestant, venu exprimer son soutien au président Ibrahim Traoré, a déclaré que la CEDEAO entravait les libertés dans la sous-région. Je m'appelle Yann Richard, burkinabé de nationalité pur sang. Je suis là ce matin pour soutenir la cause noble de notre président, le révolutionnaire Ibrahim Traoré. C'est clair, c'est précis. 50 ans, nous n'avons pas vu du Sud. En 2 ans, nous voyons déjà les résultats. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en son temps, était mise en place pour la circulation des personnes. Mais dans la sous-région, il n'y avait pas cette liberté. Aujourd'hui, nous avons acquis cette liberté. Et nous voulons que ça se propage partout en Afrique. Pas seulement au sein de l'AES, partout en Afrique. Pour lui, le panafricanisme doit être vécu pleinement et non se limiter à une simple idéologie sur papier. Le panafricanisme doit se vivre réellement. Il ne faudrait pas qu'on le fasse sur le papier et sur le terrain, que ça n'existe pas. C'est un exemple qu'on doit montrer aux yeux du monde que le Burkina Faso est un exemple, le Mali est un exemple, le Niger est un exemple, afin de ne pas être en porte-à-faux avec ma conscience. Je vais être le témoin de ce qui se passe. Monsieur Soulama, un autre participant, a estimé que les pays membres de la CEDEAO et tous les pays africains devraient rejoindre l'AES pour une Afrique unie. Je suis Roland Soulama, burkinabé pur sang. Voilà, venu également pour défendre la cause noble qui est actuellement en jeu dans l'espace CEDEAO. On a estimé que c'est bien que l'on se détache parce qu'on ne pousse plus en fait les mêmes idées avec la grande CEDEAO. Voilà. Je dis grande, je parle du nombre de pays avec la constituée. Actuellement, nous sommes 3
qu'on estime que la cause qu'on défend là est tellement noble que les autres États membres de la CEDEAO là devaient emboîter le pas. On voit partout, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression, c'est la souveraineté absolue, c'est qu'on a cherché depuis longtemps. Depuis 60 ans d'indépendance, ce qu'on n'a pas eu, en 2 ans, franchement, on commence à voir encore les sillons. Pourquoi ne pas emboîter le pas? C'est la peur, c'est la domination, voilà. C'est l'Occident en fait qui influence négativement les autres mondes de la CEDEAO. Actuellement, je vous assure, comme l'a dit même le Togolais, le ministre des Affaires étrangères, si on fait un sondage actuellement en Afrique, il n'y a pas un pays à travers ces populations-là qui n'est pas acquis à la cause de la UES. Ça n'existe pas. Voilà, mais c'est la peur des dirigeants avec qui fait exactement le tout en croix dans cette situation-là. Des pancartes et des banderoles portant des messages de soutien à l'AES étaient visibles partout. En signe symbolique, les manifestants ont transporté un cercueil à l'effigie de la CEDEAO avant de le détruire, marquant ainsi, selon eux, la fin de cette institution dans leur vision d'une Afrique libérée. Et nous disons vive l'AES, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette édition. L'info du jour sur Global LTV. L'information se poursuit sur nos antennes. À très bientôt.